émission sur Soigner par les jeux, où on va discuter en fait le jeu, qu'il soit jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de plateau, etc., a des applications en dehors du simple domaine ludique. On peut s'en servir à titre de formation, à titre de management d'entreprise, ou, comme on va en discuter ici, dans le domaine de la médecine directe et indirecte. Je tiens à faire quand même un petit point de précision. Soigner par les jeux ne veut pas dire guérir par les jeux. Et je fais vraiment la distinction. La partie ludique, dans le dispositif de soins, apporte un complément qui est important, bénéfique, je vais dire, à un processus plus classique. Et c'est là-dessus que mes invités vont nous en parler. Donc je vais vous laisser vous présenter. Qui commence ? Donc bonjour, Jérémy, je suis infirmier de profession et je travaille dans une clinique de psychothérapie institutionnelle, dans le domaine de la psychiatrie, qui accueille une population maintenant adolescente, et je pratique du jeu de rôle dans ce cadre-là. Bonjour, je suis Sandra. Je ne suis absolument pas dans le milieu médical, mais je pratique le jeu de rôle avec des personnes non-voyantes et j'ai l'occasion de pratiquer également dans un cadre institutionnel avec des personnes aphasiques ou autistes. Bonjour, je suis Pierre Jamin, je suis directeur de recherche à l'INSERM et j'ai une formation plutôt informatique, maths physique. Et nous, dans l'équipe, on développe des outils pour les médecins et notamment ce qu'on montre dans un stand derrière, c'est un environnement de réalité virtuelle pour que le personnel médical s'entraîne à différentes compétences. Bonjour, Karim Sitadiev, je suis chercheur à l'Institut Thorax à Nantes, donc affilié INSERM, CNRS, Université de Nantes et CHU. Et je travaille plutôt sur les maladies métaboliques et l'utilisation des cellules souches. Et en fait, là, je viens avec la casquette plutôt gamer et l'utilisation des jeux à des fins d'accompagnement et d'analyse de données pour le soin. Alors, le sujet étant très vaste, je vais l'orienter autour de 3 axes principaux et d'un petit axe complémentaire. Le premier, ça va être jeu, handicap et intégration. Le deuxième, ce sera le jeu et la psyché. Ensuite, le jeu et la simulation médicale. Et enfin, je parlerai d'autres petites applications et mes confrères aussi. Alors, pour commencer un peu par les jeux et handicap, déjà, je tiens à remercier la LSF de retranscrire cette conférence. Et notamment, on a une association ici qui est présente lors des Utopiales qui s'appelle Droit de jouer, au pôle ludique, et qui intègre dans des parties de jeux de plateau des personnes malentendantes notamment. Et c'est agréable, ça montre qu'ils s'intègrent avec nous, on joue ensemble, et ça aide au niveau de l'intégration. Côté Sandra, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais ? Alors, je me suis retrouvée un petit peu par hasard à jouer avec un public qui n'était pas un public dit classique, puisque je jouais avec un ami, il avait une maladie dégénérative qui faisait qu'il avait perdre la vue, et on ne voulait pas qu'il puisse se sentir exclu de la table et qu'il soit obligé d'arrêter le jeu de rôle. Donc nous avons cherché avec la table à comment pouvoir intégrer son handicap au sein du jeu pour que justement ça ne soit pas un handicap de joueur. Donc nous avons mis en place plusieurs techniques. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvée à jouer avec beaucoup de personnes malvoyantes, où il y a plusieurs types de malvoyance, et c'est cela de la cécité au glaucome, à la maladie dégénérative. Et donc nous avons adapté cette table selon le handicap. Pour quelqu'un qui est une de mes choses, par exemple, s'en sort très très bien en ayant une feuille simplement au format A2. C'est 3 fois plus grand qu'une feuille de personnage classique, mais cela lui permet de jouer. Nous avons aussi mis en place, pour un joueur qui souffre de cécité, simplement des Lego. Les personnages sont représentés par des Lego posés sur un plateau de Lego, et les différents Lego que nous avons ont tous des sensations de toucher. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les malvoyants ou les non-voyants ne lisent pas tous le braille. Donc il a fallu vraiment adapter ce que je faisais et comment je maîtrisais à ce public-là qui ne lit pas le braille, qui a des problèmes à lire les fiches de perso. Donc on s'est adapté. Maintenant j'ai une table régulière de personnes qui jouent. Plusieurs de mes joueurs sont devenus également maîtres de jeu puisqu'ils étaient impliqués, cela leur plaisait.
Donc ça a été très amusant pour moi de découvrir que j'avais vraiment un public qui était très motivé et qui se sentait à l'aise. Ensuite, après, j'ai été contactée par un ami qui, lui, travaille avec des personnes non entendantes. Et là, on a aussi monté une table avec plusieurs traducteurs, puisque je ne signe pas. Donc là, j'envoie des scénarios, les traducteurs se préparent à les traduire, et je laisse mes joueurs s'amuser, se détendre toujours dans un état d'esprit ludique. J'ai été contactée ensuite par une personne, une gentille pédopsychiatre, qui m'a demandé de faire des tests avec des enfants souffrant d'autisme léger et des enfants souffrant d'aphasie de Broca. Donc là, il a fallu réinventer totalement la manière de jouer, puisque ce n'est pas du jeu classique. Il faut laisser le temps aux joueurs de pouvoir formuler ses réponses, de pouvoir s'exprimer, lui laisser la place à la table, lui laisser vraiment le temps, ne pas se focaliser sur ceci, pour que le joueur se sente à l'aise et puisse avoir une progression. Nous avons pu voir justement une progression avec la pédopsychiatre sur les enfants qui souffrent d'autisme, qui a permis de canaliser souvent des émotions qu'ils ressentaient, et à la fin de la session, au bout de plusieurs sessions, ils étaient beaucoup plus calmes et elle a vraiment apprécié. Donc en fait, l'outillage que tu as mis en place dans ces différentes structures permet à la fois aux gens de continuer de pratiquer une activité ludique, certains qui la pratiquaient avant et donc de ne pas perdre en fait ce qu'ils faisaient, d'autres de découvrir aussi ce loisir. Oui, parce que le jeu de rôle est un loisir très vaste. La seule limite du jeu de rôle, c'est l'imagination. Donc à partir du moment où nous sommes capables de nous projeter dans le rôle d'un personnage, et que nous avons une imagination, il n'y a aucun handicap qui nous empêche de devenir rôliste. C'est juste une histoire de trouver le moyen de communication adapté à chaque personne pour adapter son handicap et pouvoir que la personne se sente suffisamment à l'aise pour pouvoir jouer régulièrement, pour pouvoir discuter, se projeter sur son personnage. Est-ce que tu penses juste que justement le jeu a permis à ces personnes notamment d'améliorer leur vision, leur confiance en eux? Alors leur vision non, parce que leur vision d'eux-mêmes, pardon. Je ne prétends pas du tout guérir par les jeux comme cela a été signalé, mais oui, j'ai vu mes joueurs prendre confiance en eux. Au début, certains hésitaient, surtout ma joueuse atteinte de cécité. Elle me disait mais ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire. Et une fois qu'elle a pris confiance en elle, c'est devenu une personne très proactive autour de la table qui a un moteur de jeu essentiel au groupe. Et cela, ça a été un succès personnel de mon côté, que de voir une progression chez cette chose qui a pu se lâcher, se détendre, s'amuser autour de la table. Mon but quand je travaille avec des gens, que je fais simplement jouer les enfants, les adultes, c'est que tout le monde autour de la table puisse s'amuser. Après, la personne, si elle n'accroche pas au jeu de rôle, n'accroche pas. Mais l'idée, c'est que vraiment, c'est du jeu. C'est le jeu, il fait pour s'amuser, qu'il soit pour adultes ou pour enfants. Et l'idée, c'est vraiment d'étendre mes joueurs et mettre en confiance pour qu'ils se retrouvent véritablement que leur handicap, les gêne peut-être dans la vie courante, mais autour d'une table de jeu, il n'y a pas de handicap. Merci en tout cas, c'est un très gros programme. Vous avez peut-être nous inviter un petit mot. Merci. Un petit mot les autres ou... Je voulais savoir si vous avez été contacté justement pour aider des patients avec une pathologie particulière pour pouvoir essayer de les amener à travers le jeu à se débloquer. Est-ce que, ne serait-ce que pour la cécité, est-ce qu'il y a possibilité de s'imaginer une méthode qui soit un peu plus généralisée pour que les autres puissent aussi s'en inspirer et l'utiliser? Oui, je compte monter un site web justement pour discuter des moyens mis en place qui permettent à des joueurs atteints que ce soit de cécité ou d'ouvrir, puisque des simples, nous jouons souvent au jeu de rôle, souvent des petites figurines représentant les joueurs sont positionnées sur un quadrillage. Là, il m'a juste fallu des Lego et un quadrillage de poule, un grillage de poule, pour que les joueurs puissent se représenter simplement avec les Lego adhèrent bien, et s'ils peuvent les décoller, ils peuvent les remettre en place, et donc cela fonctionne terriblement bien pour pouvoir justement que les joueurs puissent jouer. J'aimerais pouvoir expliquer et j'espère avoir plus de joueurs et de maîtres du jeu qui, au fur et à mesure, intègrent le fait que c'est simple d'intégrer les joueurs justement.
Une petite remarque, enfin, on en a un petit peu discuté en mangeant ce midi, je trouve que c'est un parfait exemple de ce que les jeux sérieux peuvent apporter, et c'est un exemple qui est sérieux, et qui reste un jeu, on sent qu'il y a du plaisir dedans. Et puis moi je dis comme le public, bravo, j'ai vraiment aimé le travail. Merci. On va s'orienter maintenant un petit peu plus sur le jeu et la psyché, par le travail de Jérémy, puis je ferai une petite remarque aussi personnelle derrière. Tu nous développes un petit peu ce que tu fais? Alors du coup, je suis déjà un peu obligé de préciser le cadre dans lequel je travaille. Donc à savoir, je suis dans une clinique de psychothérapie institutionnelle. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je vous invite soit à venir me rencontrer après, soit à vous renseigner sur Internet. En tout cas, ça peut, je l'espère, fondamentalement changer l'image qu'on peut avoir de la prise en charge psychiatrique actuelle en France et dans le monde. Donc comment ça fonctionne ce truc-là? On a la particularité au sein de la structure d'avoir une association loi 1901 qui est gérée conjointement par les moniteurs, donc les professionnels de santé, ou pas forcément de santé, et les patients. Et on a donc un CA qui est composé à part égale de moniteurs et de patients.